Merci beaucoup, chers téléspectateurs de CDvision. C'est un honneur de vous retrouver pour votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Actualité oblige, nous restons encore sur le Sénégal pour parler de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous allons accueillir sur ce plateau Madame Dieynaba Bassar, coordonnatrice générale de PASTEF Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, Madame Dieynaba. Bonjour, Monsieur Sec. Mais merci d'avoir accepté cette Je invitation. vous en prie, merci pour votre invitation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'actualité oblige, on va encore parler du Sénégal. L'élection présidentielle sera organisée le 24 mars prochain, si tout se passe bien. Votre parti PASTEF, ou l'ex-PASTEF, comme on le dit dans la presse, va avoir un candidat qui est encore dans les liens de la détention. Comment se passe aujourd'hui la campagne électorale et au niveau organisationnel? Alors, je vous remercie pour la question. C'est vrai que c'est une situation que nous avions prévue. Nous savions qu'il était possible que notre candidat soit empêché d'être libre et de pouvoir mener librement sa campagne électorale. Donc aujourd'hui, notre candidat s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, qui est l'instance suprême pour ce genre de décision. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensaient que Diomaye serait libre, qu'il pourrait mener campagne, mais jusqu'à présent, il n'a pas été libéré. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une situation que nous avons prévue, donc nous agissons en conséquence. Nous avons aujourd'hui pu construire une grande coalition avec des leaders d'une envergure très importante. Donc ces leaders sont en train de faire campagne pour Diomaye Faye. Et c'est une campagne aujourd'hui qui génère une grande liesse populaire. Nos caravanes sont vraiment suivies par les Sénégalais et je dois dire que la campagne se passe très 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 bien pour nous. Alors, est-ce que le fait que Diomaye ne soit pas présent sur le terrain constitue un obstacle pour vous? Absolument pas. Ça ne constitue absolument pas un obstacle. D'ailleurs, à la base, nous, notre candidat, le candidat que nous aurions souhaité, c'est le président Ousmane Sonko, donc qui a désigné Bassirou Diomaye Faye que nous, aujourd'hui, plébiscitons, que les Sénégalais plébiscitent. Donc le fait que Diomaye ne soit pas libre de ses mouvements, puisque je rappelle qu'il a été injustement emprisonné pour avoir fait un post sur Facebook, ce qui est complètement inadmissible, scandaleux et d'ailleurs, voilà, vraiment, ce n'est pas honorable pour la démocratie sénégalaise, mais ce n'est absolument pas un handicap. C'est, encore une fois, c'est ce que nous avions prévu. Et Bassirou Diomaye Faye sait que l'ensemble des Sénégalais qui sont derrière le PASTEF feront campagne pour lui. Il sait que les leaders feront campagne pour lui. Il sait que les responsables, les militants de PASTEF, nous ferons tous campagne pour lui. Parce que lorsque nous faisons campagne pour Diomaye, c'est comme si nous le faisons pour Ousmane Sonko. D'ailleurs, notre slogan, c'est Diomaye, Moy Sonko, Sonko, Moy Diomaye. Donc pour nous, c'est un peu la même chose. Alors, juste avant l'élection présidentielle, juste avant même que le Conseil constitutionnel ne valide la liste des candidats officiels, vous disiez que votre plan de A à Z, c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on voit cette nouvelle organisation autour de votre candidat Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que vous vous étiez préparé à cette éventualité ou bien c'est une résilience politique à l'heure actuelle? Écoutez, c'est un peu les deux à la fois. Parce que notre combat, elle n'a pas commencé maintenant. Notre combat, là, c'est plus d'une décennie contre le président Macky Sall. Nous savons qu'il est capable de tout. Donc, nous avions prévu tous les scénarios possibles. Effectivement, à la base, Ousmane Sonko était notre seul et unique candidat. Notre plan de A à Z, c'était pour nous une stratégie bien pensée et bien concertée qui visait à contourner tous les obstacles que ce régime, que le président Macky Sall allait mettre en place pour l'empêcher d'être candidat et de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais vous l'avez vu, nous avons dû combattre. Et au bout, Ousmane Sonko a été privé de sa candidature, mais de manière illégale. Parce que rien ne l'empêche d'être candidat, mais nous, ça nous a pas fait reculer, ça n'a pas été un élan qui a brisé notre dynamisme. Au contraire, nous sommes aujourd'hui plus dynamiques. Nous avions prévu tous les scénarios, comme je vous l'ai dit. Pour nous, Sonko, Diomaye, c'est un peu la même chose parce que ce que nous portons, c'est un projet politique. Nous avons l'habitude de le dire, nous parlons du projet. Le projet, c'est la réforme des institutions au Sénégal. C'est la construction d'un Sénégal nouveau. C'est repenser notre éducation nationale. C'est repenser notre système de santé. C'est vraiment s'attaquer aux problèmes réels qui font que le Sénégal n'est pas un pays développé.
Et voilà, notre projet, nous l'avons expliqué aux Sénégalais et nous allons le mettre en œuvre. Alors, juste avant la candidature de Diomaye Faye, on pensait beaucoup à des personnalités comme Cheikh Tidiane Dièye. On a vu aussi Habib Sy qui avait fait une sortie et qui déclarait que si la candidature d'Ousmane Sonko passe, il allait retirer la sienne. Est-ce que, au début, la candidature de Diomaye Faye était considérée comme une candidature sérieuse au sein de votre parti? Mais bien sûr, la candidature de Diomaye faisait partie de notre stratégie globale. Vous l'avez vu, Ousmane Sonko, avant de désigner Diomaye, avait désigné 5 candidats au sein du parti. Diomaye n'était pas le seul. Il y avait El Malik Ndiaye, qui est notre secrétaire national à la communication. À côté d'El Malik Ndiaye, il y avait également le député Guy Marius Sagna, qu'on ne présente plus. Donc, Ousmane Sonko avait bien identifié 5 potentiels candidats qui pouvaient porter le projet. Et ils ne sont pas les seuls. Nous aurions pu, si ces personnes-là n'existaient pas, heureusement qu'elles existent, mais nous aurions pu nous positionner sur d'autres leaders ou d'autres militants que nous aurions soutenus. Donc, c'était une éventualité. Nous avions mis ça sur la table, mais toutes les stratégies ne se dévoilent pas au grand public. Nous avons, à chaque étape, su quoi faire pour que, au bout du compte, nous puissions réussir notre objectif qui était d'avoir un candidat à cette élection. Et nous Alors, avons réussi. alors, depuis quelques jours, la presse nationale parle d'une éventuelle libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces deux personnes libérées pourraient faire un peu plus basculer la situation actuellement? Alors, évidemment, si Ousmane Sonko est libéré, bien évidemment, c'est une grande nouvelle pour le Sénégal d'abord. Et c'est une grande nouvelle aussi pour notre parti et nos militants. Et aussi une grande nouvelle pour tous ceux qui, à l'international, soutiennent Ousmane Sonko et sont solidaires de son combat. Mais enfin, cette situation, elle est un peu ubuesque et elle prête même à sourire. Je veux dire, ça fait à peu près 2, 3 semaines que du côté du pouvoir, on nous annonce la sortie éventuelle d'Ousmane Sonko, la sortie éventuelle de Bassirou Diomaye Faye. On nous avait même, bon, parce que vous savez comment ils agissent au niveau du pouvoir. Voilà, ils ont des journalistes ou quelques personnalités que je ne vais pas nommer qui souvent vont faire des tweets sur Twitter ou sur Facebook pour essayer d'orienter l'opinion publique et essayer de faire penser qu'Ousmane Sonko serait libéré. Mais à chaque fois, il n'en est rien. Hier, par exemple, le journaliste Djambal Diagne a publié sur Twitter qu'Ousmane Sonko serait libéré hier, pour revenir ensuite nous dire que finalement ce serait aujourd'hui. Nous attendons de voir. Pour nous, la question de la libération d'Ousmane Sonko, elle est simple. Ousmane Sonko n'avait pas à aller en prison. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas à aller en prison. Donc ce pouvoir qui a agi de manière illégale, qui a mené une répression féroce contre ses opposants, je veux dire, ils les ont mis en prison, à eux de les faire sortir de prison. Nous sommes stoïques, nous attendons de voir ce qui va se passer. Mais là-dessus, je veux dire, la balle est dans le camp du pouvoir. Alors, si ces deux personnalités sont libérées aujourd'hui, vos leaders politiques, ça sera sous la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi d'amnistie. Quelle est la position de PASTEF concernant cette loi? Alors, cette loi d'amnistie, vous avez vu que nous, notre position, elle a été très claire. Nous ne l'avons pas votée. Nous n'avons pas voté cette loi. Même si nous pouvons être solidaires des souffrances des familles des victimes, notamment ceux qui ne sont pas encore libérés, parce que tous n'ont pas été libérés. Il y avait, je pense, un peu plus de 1500 détenus politiques, et je pense qu'aujourd'hui, sans me tromper, on peut dire qu'entre 500 et 700 personnes, peut-être. Je pense qu'on ne peut pas dépasser 700 personnes sur les libérations actuelles. Donc il reste encore beaucoup de monde en prison. On peut comprendre leur peine, on peut comprendre leur souhait de retrouver leurs enfants ou leurs frères ou leurs fils emprisonnés. Mais en même temps, que nous dit cette loi d'amnistie? Cette loi d'amnistie, elle nous dit que tout ce qui s'est passé depuis 2019 en termes d'exactions, en termes de violence policière, en termes de violence étatique, que tout devrait être effacé comme ça, d'un seul coup, sans qu'il n'y ait d'enquête, sans qu'il y ait de recherche de la vérité et de la justice. Et ça, en démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, du côté du gouvernement, on parle plus que cette loi bénéficie plus à l'opposition qu'au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est le contraire? Non, ça n'a pas de sens de dire ça. Cette loi ne peut pas bénéficier à l'opposition puisque nous ne sommes pas demandeurs. Et encore une fois, nous n'avons pas voté pour cette loi. Que nous ne comprenons pas son esprit d'ailleurs. Aujourd'hui, le principal bénéficiaire ou les principaux bénéficiaires, bien sûr, sont du côté du pouvoir. Encore une fois, la répression, ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été emprisonnés, ce n'est pas du fait de l'opposition, c'est du fait du pouvoir.
Je veux dire, encadrer une manifestation ne devrait pas aboutir à mort d'homme au Sénégal. Il faut que cela cesse. On peut encadrer une manifestation sans que, voilà, et que à la fin de la manifestation, tout le monde rentre chez soi. C'est bien possible. Donc, lorsque vous armez des gendarmes ou des policiers en leur disant allez-y, tirez à balles réelles, je veux dire, il faut qu'il y ait des responsables parce qu'ils ne le font, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Au-dessus de ces gendarmes et de ces policiers, il y a un ministre de l'Intérieur. Au-dessus du ministre de l'Intérieur, il y a un président de la République. Donc ces personnes qui sont disparues comme ça ne peut pas rester dans le néant. Donc vous plaideriez plus pour une reddition des comptes avant d'arriver à cette loi d'amnistie. Absolument, pour la recherche de la vérité, pour savoir qui a fait quoi, qui a ordonné quoi, pour savoir pourquoi ces personnes-là ont vu leur vie s'achever comme cela. Qu'on sache d'abord la vérité et que des responsabilités soient situées. À ce moment-là, ensuite, on pourra réfléchir à une autre étape. Mais je veux dire, se lever comme ça un beau matin et puis dire nous allons voter une loi d'amnistie. Aujourd'hui, c'est clair que cette loi bénéficie principalement au président de la République qui pense bien sûr à l'après de son mandat et aussi à ceux qui, dans son camp, n'ont cessé d'appeler à la haine, n'ont cessé d'appeler à la violence contre l'opposition. Il va falloir que la recherche de la vérité se fasse. Alors, on va revenir encore un peu sur l'organisation de l'élection présidentielle. Est-ce que tout se passe bien au-delà donc de cette contrainte de temps? Est-ce que sur le plan logistique et tout est en place pour que le 24 mars prochain, on aille aux élections présidentielles? Alors, on l'espère bien, parce que vous savez, au niveau de la logistique, si vous parlez des éléments matériels qui feraient que les élections se passent bien, c'est vrai que ça incombe au pouvoir. Nous espérons que le pouvoir a pris toutes les dispositions nécessaires pour que tout se passe bien, pour que les bureaux de vote, et pour qu'on ait dans les bureaux de vote les bulletins, pour qu'on ait à temps le matériel et que les électeurs puissent commencer à voter aux heures prévues et finir de voter aux heures prévues également. De notre côté, nous étions prêts. Nous n'avons cessé de faire des levées de fonds depuis des années. Nous n'avons cessé de mettre en place une stratégie. Nos mandataires et nos représentants de bureaux de vote également sont formés. Nous avons l'habitude, nous sommes maintenant un grand parti. Nous avons une grande machine électorale. Nous avons l'habitude de gagner des élections. Nous avons, ces dernières années, eu une progression formidable en termes électoraux. Vous l'avez vu pour les locales. Ensuite, vous l'avez vu pour les élections législatives. Et donc, nous savons faire. Et notre machine électorale, en ce moment, elle est sur le terrain, elle est organisée. Et nous espérons que ça va bien se passer. En tout cas, nous en appelons à la responsabilité des autorités sénégalaises pour faire en sorte que cette élection, que les Sénégalais appellent de tous leurs vœux. Les Sénégalais sont fatigués, ils veulent que l'on vote, que l'on choisisse un nouveau président et que l'on passe à autre chose et qu'on se mette au travail. Alors revenons sur cette question de l'organisation. Est-ce que vous avez des craintes ou vous êtes optimiste? Alors, comment être optimiste avec un gouvernement qui nous a habitués au pire? Nous avons l'habitude de découvrir des choses incroyables. Je vous donne juste un exemple. Pour les élections législatives, si vous vous rappelez bien, notre liste avait été divisée en deux. Notre liste. Donc, nos titulaires ont été effacés et la liste des suppléants est passée. Si cela, ça vous fait rire parce que c'était inédit, c'était du jamais vu. Donc nous avons l'habitude de voir ce pouvoir agir comme bon lui semble, le président Macky Sall prendre les décisions qui lui plaisent. Mais nous voulons rester optimistes. Nous voulons rester optimistes parce qu'encore une fois, les Sénégalais veulent en finir avec ce régime. Ils veulent tourner la page, ils veulent se mettre au travail parce que l'urgence est partout au Sénégal et il faut se retrousser les manches et offrir à notre peuple ce dont il lui faut réellement. Alors, on vous colle souvent cette étiquette d'un parti d'antisystème et de rupture, mais quand on voit aujourd'hui la coalition de Diomaye président, on voit aussi des personnalités qui étaient de l'ancien régime, ou bien qui étaient en tout cas des régimes précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé, ou bien vous avez aujourd'hui comme objectif faire partir le camp présidentiel? Non, la donne n'a absolument pas changé. Nous sommes un parti de rupture, mais la rupture, c'est d'abord notre projet politique. Notre projet politique qui prône une rupture radicale avec ce que nous appelons le système, c'est-à-dire un système de gouvernance qui a été mis en place depuis les années 60, depuis l'indépendance, et qui n'arrive pas à faire décoller notre pays, qui n'arrive pas à le mettre réellement sur la lance ou la rampe du développement. Après, que des personnalités, effectivement, qui avaient cheminé avec ce pouvoir ou qui étaient là avec les pouvoirs précédents, nous rejoignent.
Moi, je pense qu'il faudrait s'intéresser aux particularités. Je veux dire, si c'est des personnes à qui on ne peut rien reprocher, si on ne peut pas leur mettre sur le dos des dossiers de détournement, si c'est des personnes qui n'ont jamais fait des choses réprochables à l'endroit du peuple sénégalais, pourquoi devrions-nous les écarter? Non, je pense que lorsque nous serons au pouvoir, il faudra gouverner pour tous les Sénégalais. Et tous les Sénégalais ont le droit de se positionner sur le parti politique qu'ils estiment porter un projet de société qui leur convient. Et effectivement, il y a des leaders qui nous ont rejoints, comme Madame Aminata Touré, comme, je ne sais pas si... Il y a Aïda Mbodj. Il y a Aïda Mbodj, il y a absolument. oui, Mais c'est des personnes qui sont très Mary Teuw Niane, entre autres. c'est Oui. ça, Marito Niane, voilà, mais c'est des personnalités remarquables qui chacun dans leur domaine ont une grande expérience politique et qui peuvent nous apporter beaucoup parce que nous, notre parti, il est assez jeune, il faut le reconnaître. Donc je pense que c'est une chose bénéfique pour nous, c'est une chose bénéfique pour le Sénégal. Après, effectivement, du côté de la PR, ces 2, 3 derniers jours, on voit qu'il y a parmi eux des barons dans certaines localités qui commencent à rejoindre la coalition Diomaye. Mais je dis vigilance, il va falloir que nous soyons vigilants parce qu'il ne s'agit pas de récupérer des personnes qui comprennent que le navire est en train de couler et qui veulent uniquement venir se positionner. Voilà, nous restons vigilants, nous sommes lucides et nous avons confiance en nos leaders, notamment le président Bassirou Diomaye Faye, qui sera élu président de la République et nous savons qu'il prendra les bons choix et que le président Ousmane Sonko également, qui aura un rôle très important dans le devenir du Sénégal, prendra également les bonnes décisions pour conseiller notre parti dans son rôle de gouvernance. Alors, en vous entendant parler, vous êtes très optimiste quant à une victoire, en tout cas Oui. le 24 mars prochain. Mais le président de la République, Macky Sall, a aussi annoncé qu'il va descendre sur le terrain pour battre campagne du côté de Amadou Ba. Cela ne rendra-t-il pas encore plus difficile la tâche à votre candidat? Non, je ne le pense pas, parce qu'il y a une chose que les Sénégalais ont compris depuis longtemps. Je pense que le seul Sénégalais qui ne l'a pas compris, c'est le président Macky Sall. Il n'a pas compris que si les Sénégalais, justement, veulent tourner la page, c'est parce qu'ils veulent que le président Macky Sall, justement, et tous ceux qui étaient avec lui, toute cette gouvernance-là, qu'elle s'efface. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall doit comprendre qu'il a perdu sa cote de popularité. Il n'est plus aussi populaire qu'il l'était en 2019 ou en 2012. Les Sénégalais sont très remontés sur ce qu'ils ont subi ces dernières années. La politique a infiltré tous les pans de notre société, la politique politicienne. Le président Macky Sall, au lieu de régler les problèmes des Sénégalais, s'est attaché à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et ça, ce n'est pas mon expression, c'est lui-même qui l'a dit. Et en faisant cela, il a oublié les Sénégalais, ceux qui n'ont rien. Il a oublié vraiment de régler les problèmes. Chaque année, les problèmes d'inondation sont revenus de manière récurrente durant la gouvernance de Macky Sall. Les abris provisoires, je parlais de l'éducation nationale plutôt. Nous avons aujourd'hui des milliers d'abris provisoires où nos enfants étudient dans des conditions extrêmement précaires et c'est indigne. Donc voilà, que le président Macky Sall descende sur le terrain, ça ne changera absolument rien. Alors, on va revenir sur la diaspora. Nous allons gagner ces élections. Vous êtes ici à Bordeaux, vous êtes dans la diaspora. Comment ça se passe l'organisation, les meetings ça se passe comment exactement? Alors ça se passe très très bien parce que la diaspora est quand même moteur dans cette lutte politique que nous menons. De toute façon, ça a toujours été ainsi hein, dans tous les gouvernements, dans tous les partis politiques qui ont eu à occuper la destinée de notre pays. Donc la diaspora PASTEF, c'est vrai qu'avec PASTEF, il y a eu un regain d'intérêt pour la chose politique au niveau de la diaspora. Moi, par exemple, mon cas n'est pas isolé. Il y a des milliers de Sénégalais dans la diaspora qui ont fait comme moi, qui ont rejoint la politique, justement parce qu'ils ont été séduits par le discours du président Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, nous avons pu vraiment fédérer la diaspora pour qu'elle soit force de proposition. Elle vote largement, majoritairement pour PASTEF aujourd'hui. Nous avons eu des scores avoisinant les 80% lors des législatives. Et pour la présidentielle de 2019 aussi, nous étions largement en tête dans plusieurs, même si voilà, globalement, mais dans plusieurs zones au niveau de la diaspora. Et ça va continuer. Nous allons voter massivement, nous allons faire voter massivement au Sénégal. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans la diaspora, qui sont des militants d'Ousmane Sonko, en tout cas qui se déclarent militants d'Ousmane Sonko, et qui aujourd'hui ne peuvent plus retourner au Sénégal parce qu'ils ont tenu des propos à l'encontre du gouvernement actuel qui font qu'ils sont fichés
ou qui sont poursuivis par la justice sénégalaise. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir le 24 mars prochain, est-ce que vous avez prévu des dispositions pour permettre à ces jeunes-là de retourner au pays? Mais bien sûr, ces jeunes-là doivent retourner. Ce qui se passe, c'est vrai que après, voilà, je ne sais pas la véracité de ça ou pas, mais il paraît qu'il y aurait une liste à l'AIBD, à l'aéroport. Il paraît qu'il y aurait une liste de personnes qu'il faut arrêter dès qu'elles mettent les pieds au Sénégal. C'est quand même ahurissant, c'est incroyable. Mais il ne faudrait Euh, pas aussi accepter aussi le fait que certaines personnes quand même ont tenu des propos quand même très vulgaires à l'endroit des autorités sénégalaises. oui, mais Est-ce que les protéger, ce ne serait pas de ça- protéger l'impunité? en fait, ça dépend de quel genre de propos. Est-ce que c'est des propos qui tombent sous le coup de la loi? Je veux dire, on a quand même on a des règles quand même de justice. Donc, si c'est des propos effectivement qui peuvent tomber sous le coup de la loi, il faudrait effectivement mener des enquêtes et voir le fond des dossiers. Mais enfin, il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, il y a une disposition légale qu'il faudrait faire sauter. C'est l'appellation. Euh, alors, je me rappelle plus, mais je pense que c'est offense, voilà, offense au chef de l'État. Alors, dans offense au chef de l'État, on y met tout. Hein, il suffit qu'on fasse un post sur Facebook pour dire Macky Sall, voilà, Macky Sall dégage, offense au chef de l'État. Macky Sall, non, Il y a aussi ce l'appel n'est à pas l'insurrection parce qu'on a vu des jeunes qui sont dans la diaspora qui aussi appellent à appel à la manifester. résistance. Ouais. Appel à la résistance. Ça dépend qui parle d'insurrection. C'est vrai que le pouvoir a l'habitude de manipuler. Ceux qui appellent à la résistance ont le droit d'appeler à la résistance. C'est un droit constitutionnel. Face à un pouvoir répressif qui ne vous donne aucune autre option, il faut résister. Vous n'allez pas croiser les bras et vous laisser écraser. Dans une démocratie, tout le monde a des droits. Nos militants ont des droits. Notre parti a des droits. Donc nous avons résisté contre l'oppression du régime du président Macky Sall et je crois que nous en avions le droit. Merci beaucoup, Diana. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était Madame Diana Bassar, coordonnatrice générale de PASTEF Nouvelle-Aquitaine dans les rendez-vous de la diaspora, réalisé par Pape Fall. À très bientôt.